21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Faut que je vous raconte. J'étais tout juste sorti du train qui m'emmenait dans les montagnes. Sur le parking de cette gare minuscule, pas un chat. Devait pourtant y avoir un bus qui m'attendait pour monter tout là-haut. J'ai marché, un peu, jusqu'à trouver une dame stationnée dans sa voiture à l'heure de la pause déjeuner. Sa portière était entr'ouverte. J'ai demandé mon chemin. Elle m'a dit que là où j'allais, c'était à 30 minutes, pas moins. Et elle m'a proposé de m'avancer. C'était gentil de sa part. À l'intérieur de la caisse, il y avait du bazar, le vélo de son fils à l'arrière et puis tout un tas de trucs. On a fait de la place avant que je m'installe dans le siège d'à côté. Quand elle a mis le contact, cette dame, dans l'autoradio, tout de suite j'ai reconnu la station. J'ai demandé si elle écoutait souvent cette radio. « Ah, tout le temps, depuis des années, vous connaissez ?» J'ai répondu que oui. Même que sur cette radio-là, il n'y a pas si longtemps encore, j'y avais mon émission, chaque soir, 21h. Là, un coup de pédale brusque, elle a pilé. « C'est vous ?» J'ai hoché de la tête. Et la conversation venait de s'engager pour de bon. 57 ans, Nathalie. Longtemps mariée, il y a quelques semaines, elle était partie solo sur l'île de Porquerolles pour fêter son divorce. Elle l'avait pas volé son week-end. 2 ans de procédure à se défaire de cet homme, pour qui, semble-t-il, elle avait tant sacrifié. Des années durant au chevet de cet homme après son AVC, jusqu'à ce qu'un jour, une fois rétabli, ils lui disent « ciao ». Dans cette voiture qui godillait au pied de la montagne, elle m'a confié, Nathalie, en avoir mis du temps à vivre pour elle seule. Mais ça y est, elle se sentait prête à présent pour vivre enfin sa nouvelle vie. Des projets pour la suite ? Elle en avait un sous le pied. En attendant, tous les matins, 5 heures, elle embauchait pour faire l'entretien de la mairie de ce petit bled perdu dans la vallée en Haute-Savoie. C'est là qu'elle était née. Mais promis, elle finirait pas là. La voiture s'est arrêtée en pleine nature devant un abribus. J'ai remercié Nathalie. Et au moment de se dire au revoir, elle m'a demandé ce que je venais faire dans les montagnes. « C'est pour écrire un livre, c'est ça ? Vous avez une tête, vous, à écrire des livres ?» J'ai souri. Puis j'ai claqué la portière. Je me suis retourné. Et là, j'ai vu la montagne qui m'attendait. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'est une joie de vous retrouver comme on l'a fait toute l'année dernière en digital sur les réseaux sociaux et sur le www.johanrock.fr pour participer à cette émission. Il y a plusieurs chemins pour accéder à l'antenne de Juste avant la nuit. Soit vous m'envoyez un petit message sur mon compte Instagram, Instarock, ROQUS tout attaché. Vous pouvez également laisser un message vocal. Le numéro est gratuit sur le répondeur de Juste avant la nuit au 07 56 85 55 85. Ce soir, soyez les bienvenus. C'est Juste avant la nuit. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Huguette. Bonsoir monsieur. D'habitude vous m'appelez Rock sur le répondeur ou quand on se parle au téléphone. J'étais en train de réfléchir. Appelez-moi comme d'habitude. Huguette, oui. Huguette, vous vivez à Istres, dans le sud, c'est ça ? Oui. Vous avez 81 ans ? Oui, le 2 octobre. Le 2 octobre. Je vais l'avoir. Et le 2 octobre. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai entendu votre voix, c'était il y a à peu près 2 étés, je crois, et vous me parliez de votre perroquet. Et à partir de là, sur mon téléphone, je vous ai mentionné comme la dame au perroquet. Ça vous convient ? Absolument. Il s'appelle comment votre perroquet ? Alors, c'est une femelle, elle a été sexée. Donc, c'est affirmatif, c'est une femelle, elle s'appelle Cocotte. C'est pas anodin comme animal, ça, Huguette, un perroquet. Dans quelles circonstances vous l'avez adopté, cet animal ? Eh bien oui, c'est bon de le savoir pour pas que je passe pour une jobastre, parce que... Pourquoi ça arrive, ça ? Oui. Pourquoi on a un perroquet et pourquoi on le déplace ? Parce que, à savoir qu'aujourd'hui, depuis dimanche, je suis à la Grande Motte, j'ai loué un mobil-home dans un camping. Donc, j'ai un kangou pour avoir la place d'emmener sa cage, qui est quand même relativement importante. Quand j'arrive donc dans des lieux où je ne peux pas vraiment me déplacer, disons, prendre la cage parce qu'elle est lourde, je trouve toujours quelqu'un de sympathique
qui m'aide à mettre la cage dans le lieu où je me trouve. Mais ça, c'est une chose, Huguette. Mais Alors, oui, à quelle occasion vous êtes arrivé à rencontrer cet oiseau? Parce que vous le vouliez ou c'est le hasard qui a fait les choses? Non, non, non. Non, non, c'est très intéressant à savoir parce que c'est une explication qui tient la route. J'avais maman à la maison, donc il y a à peu près 20 ans en arrière. Maman, donc, déjà avait un certain âge et de ce fait, elle était souvent dans une véranda, donc une suite de la villa où elle aimait passer ses journées malheureusement. Et puis un jour, mon fils se dit, tiens, au fait, un perroquet lui tiendrait compagnie. Donc, il a eu l'occasion d'acheter un perroquet. À cette époque-là, c'était déjà 750 €. Il y avait un élevage dans la Drôme. Donc, il a été chercher le perroquet dans la Drôme afin de tenir compagnie à maman. Voilà, c'était le but. Mais ça veut dire que ce perroquet, il a commencé, ses premiers mots, c'était ceux qui sortaient de la bouche de votre mère? Non, absolument pas, parce qu'il était déjà adulte. Et la première chose qu'il a dit en présence de mon mari, qui regardait un journal de course, alors le perroquet a traité mon mari de joueur. Donc, son éducation était passée par là, parce qu'il faut leur apprendre des mots pour qu'ils aient, disons, une certaine conversation ou des mots amusants. Moi, actuellement, elle me dit « Où tu vas ?» Pourtant, disons, je file jamais à l'anglaise, mais elle me dit « Où tu vas ?» Et le soir, quand je lui dis « Bonne nuit, cocotte », elle me dit « Bonne nuit ». Donc, c'est agréable. Et quand, disons, ça correspond, les personnes qui vont comprendre que quand on a un chien, on l'aime beaucoup. Quand on a un chat, on l'aime beaucoup. Mais il crée, ces deux animaux que je viens de citer, on a des obligations envers eux. Le chien, il faut le sortir. Bon, si on habite dans un immeuble, c'est pas marrant. Le chat, il fait caca dans une litière, il faut la vider. Alors que le perroquet est très agréable. Donc, c'était une bonne décision que j'avais appréciée. Sur cette entrefaite, j'ai commis une erreur, c'est qu'à une certaine époque, j'avais laissé un peu stagner l'eau parce que je voyais qu'il y avait toujours de l'eau, donc je ne changeais pas tous les jours. Eh bien, le perroquet est mort d'une bactérie, disons, qui s'est développée dans l'eau. Comment ça, il est mort? Eh ben, il est mort, le premier perroquet Ah, est le mort. premier, je pensais que c'était toujours le même, Ouais. d'accord. Donc c'est votre deuxième. Voilà. Alors, tout ça pour dire que quand on a été en contact avec un perroquet qui vous apporte une présence dont on n'a pas, comme je m'exprimais, les inconvénients de sortir comme le chien et le chat, eh ben, on est, disons, accro au perroquet. Et de ce fait, alors, le premier perroquet est décédé. Donc, si vous voulez, un gros chagrin. Aussitôt, mon mari a fait le nécessaire pour qu'on ait à nouveau un perroquet. Voilà, ça nous manquait. Et ce perroquet actuel a 17 ans. Donc, et sa vie d'après les statistiques, d'après les statistiques. J'ai bien compris. Il va vous accompagner encore un moment. Appelez-moi son nom à cet animal. Son nom, ouais. Cocotte. Cocotte. Vous n'êtes pas foulé, Huguette, pour trouver le nom? Non, je ne me suis pas foulée. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai appelé Cocotte, entre autres, parce que... Est-ce que à force d'être avec cet animal, est-ce qu'il y a le plus d'étain sur l'autre? Vous pensez que cet animal, vous avez un peu d'étain sur lui? Je pense pas, disons, je n'ai pas étudié, disons, le terme que vous me donnez, lequel qui a d'étain. Non, on fait presque un couple, on va dire. Sans elle, quand je dois partir et que je ne l'emmène pas, elle me manque. Mais je pense que c'est réciproque parce que on dit bien dans les statistiques, pareil, que le perroquet a qu'un seul maître ou une maîtresse en l'occurrence. Bon, là, vous êtes en vacances, c'est ça? Vous êtes parti pour quelques semaines? Je suis en vacances. Vous êtes où? Oui.
semaines. Vous êtes 3 parti. semaines, je suis à la Grande Motte. C'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire là-bas, Huguette? Alors, le programme, c'est une forme de rééducation parce que je viens d'être opérée 2 fois d'une prothèse du genou et j'ai beaucoup de difficultés à reprendre la marche parce qu'il y a eu une erreur d'un kiné qui m'a bougé la jambe au moment où, peu de temps après mon opération. Donc, comme c'est une prothèse globale, entière, disons, eh ben, j'ai eu des problèmes. Donc Je vous vais la partez en faire vacances toute. pour rattraper le boulot qu'a mal fait le Ben, kiné. disons, je me fais la rééducation. Aujourd'hui, j'ai fait 5200 pas, puisqu'avec Avec le mon téléphone. téléphone, je Comptez le vois nombre de combien j'ai pas. fait. C'est pas mal ça, Voilà. 5200 pas. Comment ça faire? Oui, J'en ai pas fait autant aujourd'hui. je suis très contente. Et oui, mais il y a des occasions où on peut en faire. Et donc, c'est un endroit, la Grande Motte, c'est un endroit très agréable. Ça a été construit, disons, en Ah oui, 72 non, pour mais Huguette, vous allez réaliser. pas me faire Wikipédia, oui, non, oui. Moi, ce qui Ah non, m'intéresse, non, je ah ben préfère rendre non, service non, à vous l'origine connaissez Alors, je l'émission, moi, ce continue qui donc m'intéresse, c'est vous. Moi, vous voyez, d'habitude, je pose la question, je demande déjà euh, ce que la personne qui est au téléphone a fait de sa vie. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, professionnellement, de votre vie? Alors, moi, j'ai été commerciale. Alors, j'ai été commerciale les dernières années, je vendais de l'immobilier. Les années précédentes, 5 ans avant, c'était les caravanes et les mobil-homes, donc c'était les loisirs. Avant, j'ai eu un commerce pour faire travailler ma fille dans ce commerce de primeur. Et puis, Elle n'avait elle n'a pas la pas, fibre commerçante comme vous non, l'aviez, vous. non, non, Ça vous plaisait, vous, voilà. de vendre des choses? Oui, absolument, Est-ce c'est qu'il le faut, contact. oui, le contact, d'accord. Est-ce qu'il faut obligatoirement croire en l'objet, au produit qu'on vend pour bien le vendre? Absolument, Ah bon? absolument, absolument, oui. Mais je me souviens d'une anecdote, disons, agréable. Le premier jour que j'ai été employée, puisque j'étais employée pour vendre des maisons dans un endroit qui est bien connu dans la région de Marseille, ben, j'ai vendu une maison. Des gens qui avaient eu leur maison qui avait brûlé, des Belges entre autres, je me souviens très bien, pourtant ça fait des années. Ben, j'ai su leur vendre, voilà, alors qu'il y avait 10, 10, 10 constructeurs dans l'endroit, disons, où je travaillais moi. Donc, voilà, j'avais un certain, on va Bagou? pas dire un don, un côté commercial qui a fait que non, c'est pas du bagou, il faut quand même argumenter, parce que la personne à l'origine, elle regarde tous les constructeurs et il faut sortir du lot, disons, pour justement enfin signer un contrat. Et vous avez pris du plaisir pendant toutes ces années à vendre, aussi bien des Oui, caravanes que des lots immobiliers. oui. Absolument. Et puis, je ne vais pas faire l'historique parce en 40 ans, j'ai vendu pas mal de choses telles que des chenaux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les chenaux. C'est ce qui retient l'eau dans les maisons, disons, dans les maisons particulières. Parce qu'à l'origine, le constructeur ne met pas de chenaux, malgré que c'est un problème que l'eau s'évacue directement. Non, mais vous n'allez pas me le Alors, vendre. Vous n'allez pas me vendre le chenot. Enfin, voyons, ah ben Huguette. alors, J'ai l'impression dites-moi, que qu'est-ce qu'il faut que je vous êtes dise? reparti à me faire l'article. Dites-moi, Oui, vous, vous avez appuyé sur le bon bouton. Eh ben, maintenant, ben bien, voilà. mais qu'est-ce que fait Alors, de d'ailleurs une quoi parle? vendeuse quand elle n'a plus rien à vendre, quand elle est partie à la retraite et que cette personne est animée, comme je devine que c'est votre cas, Oui, par l'envie, oui, le besoin de vendre? Qu'est-ce que oui. vous vendez Alors, aujourd'hui? non, je ne vends plus rien. Je ne vends plus rien. Par contre, ma reconversion gratuite, disons, bénévole, a été que je m'étais inscrite avant le décès de non, après le décès de mon mari, je m'étais inscrite dans une association qui faisait du bénévolat pour aller au domicile des propriétaires pour leur garder leurs animaux et leurs maisons. Donc, on en entend parler à l'heure actuelle. Maintenant, ça a pris de l'ampleur, mais c'était agréable parce que ça me permettait d'avoir des vacances, disons, à moindre coût, de rencontrer de rencontrer, c'est beaucoup dire, d'être en contact avec des animaux qui m'apportaient beaucoup. Est-ce que ça vous convient, mon explication? Ouais. Combien de temps vous Et avez j'ai fait été ça pendant eh ben, Combien de temps vous avez été avec votre j'allais- mari, vous, Huguette? combien de temps? 40 ans. 40 ans. Vous l'avez rencontré de quelle manière?
Je l'ai rencontré dans un repas amical avec une amie qui travaillait dans le financement, donc qui finançait les clients pour acheter la caravane. Alors donc, je la connaissais bien. Elle avait un copain ce copain connaissait mon mari, qui est devenu mon mari, Vous avez Voilà, su tout de suite que c'était lui? Vous avez compris que c'était lui? Qu'il allait se passer quelque Oui, chose? oui, absolument, À quoi? absolument. D'ailleurs, Ça se reconnaît à quoi, alors, cette affinité-là? on s'est connus le 14 juillet et on s'est mariés le 22 octobre de la même année. Vous aviez quel âge, vous, à cette époque-là? J'avais 27 ans, 28 ans. Bon, c'était un remariage, hein. C'était un remariage parce que le premier mari, disons, vaut son anecdote, c'est qu'il est parti avec une femme qui avait 25 ans de plus que lui. C'est-à-dire, mon premier mari avait 25 ans, il est parti avec une femme qui avait 50 ans. C'était le don de l'originalité, en tous les cas, on peut lui accorder ça. Oui. Ça n'est pas si Bon, fréquent que ça, dans ce sens-là, non, effectivement. Mais il a, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait que oui, ce deuxième homme, quand vous l'avez rencontré, vous avez très vite, oui. ou voire même immédiatement, su que c'était une personne avec qui vous alliez passer la vie? Parce il aimait ma fille. J'avais une petite qui avait 5 ans et il y avait beaucoup d'amour, disons, vis-à-vis de ma fille. J'ai jugé qu'il était un bon papa, disons, et qui remplaçait aisément son père biologique. Donc ça a été le déclenchement de mon mariage. Et puis voilà. Et puis après, j'ai eu un garçon, donc fille et garçon. Alors non pas du même homme, mais fille et garçon. Vous y croyez, vous, à ce concept de l'homme ou de la femme de sa vie? Non, pas du tout. Je n'approfondis pas. On a eu des atomes crochus. Il était gentil, il était doux vis-à-vis de ma fille. Je remets, disons, toujours ma fille en question parce que c'est ce qui a déclenché un peu, disons, le mariage. Je voulais quelqu'un qui aimait ma fille. Donc Donc ça aurait moi, pu je être l'ai aimé. quelqu'un d'autre, ça aurait pu... En fait, c'est ça la vie. C'était lui à ce moment-là, mais bon, peut-être que 5 minutes après, vous auriez rencontré quelqu'un d'autre et tout aussi bien, ça aurait pu être cette autre personne. Non, parce que ça aurait, disons, fait penser que j'étais une femme volage. C'est pas ce que Alors j'ai que, dit. C'est les circonstances de non, la mais vie qui fait qu'on ne peut pas ça aurait connaître pu la faire planète entière. penser. Hmm. Ça aurait pu faire penser que Mais j'étais une femme volage. dites-moi, Huguette, est-ce que vous êtes du genre à vous Oui. soucier de la vie des autres, vous? Ah oui, malheureusement. C'est vrai? Je suis balance. Je suis balance et je donne beaucoup. Alors ça veut dire quoi? Moi je connais rien au signe astrologique. Alors, quand on est balance, c'est-à-dire on est poreux à la vie d'autrui, c'est ça? Non, non, la balance, disons, l'emblème de la justice. Donc, si vous voulez, dans mes relations, j'ai beaucoup de femmes, oui, pas beaucoup d'hommes, qui sont du signe de la balance. Et nous avons la même qualité ou le même défaut. Je ne sais pas si c'est d'être trop bon, on est trop, hein, comme dit le proverbe, mais vous le savez, ou alors si c'est une coïncidence que je vais prendre par exemple 6 exemples de personnes de mon entourage, balance, du signe de la balance, qui ont la même façon de voir les choses et qui donnent facilement. Bon, qui ne reçoivent pas toujours, ça c'est un détail, mais qui donnent facilement. Dites-moi, vous me parlez de la balance. Cet été, vous avez Oui. eu affaire à la justice. Tiens, dans un instant, vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes rentré dans un tribunal. Vous êtes d'accord? Ah Bon. ben oui, il n'y a pas longtemps que je Bah, suis restez rentrée avec dans moi. un Dans un tribunal. instant, vous allez nous raconter pourquoi Allez. Huguette est rentrée dans un prétoire et vous en êtes ressorti libre, puisque ce soir, vous êtes au téléphone avec moi. Ah oui, Bon. heureusement. Ne bougez pas, restez avec moi. Vous pouvez joindre ce petit moment de radio et d'internet qu'on fait ensemble tous les mardis. C'est le retour 07 56 85 55 85. Je lisais les messages que vous m'adressez sur le chat www.johanrock.fr. Je demandais il y a quelques instants, en début d'émission, ce que vous avez fait de cet été et vous êtes nombreux à répondre. Je salue Chantal, bonsoir de la Lorraine, à toute l'équipe, Nat
qui m'écrit qu'elle est restée sur les belles plages du Nord pendant ces 2 mois d'été. Christophe, je vous écoutais tous les matins à 5 heures en allant au travail. Oui, c'est vrai, j'ai fait un petit détour par la maison de la radio cet été. Je suis retourné sur cette fréquence, cette radio que désormais on appelle ici. C'est un plaisir. Merci à vous d'avoir été de l'autre côté à cette heure très très matinale. Tiens, je continue les messages que vous envoyez sur le chat. Annie qui m'écrit: j'ai passé l'été dans les Vosges. Josie, elle, à se balader en Haute-Savoie. Martine, elle m'écrit: moi je suis allée 2 semaines en Autriche et en Croatie. Bah, tiens, racontez-moi ce que vous avez trouvé de plus singulier en Croatie, Martine, pendant ces 2 semaines de vacances. Isabelle, que je salue, est déjà présente de l'autre côté de son écran et sur le chat. Nelly, que je salue également. Je suis resté dans ma région de la Manche. Nelly qui nous écoute sur YouTube. Cette émission, vous savez, vous pouvez la suivre sur différents canaux, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur mon compte Facebook, sur le www.johanrock.fr et également sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager le lien de ce direct. Ça permet à l'émission de gagner en visibilité. Depuis le début de cette émission, j'échange avec Huguette, 81 ans, dit la dame au perroquet. Je le disais avant d'écouter Supertramp. Huguette, vous avez passé une partie de votre été au tribunal. Ça n'a pas duré très longtemps. Qu'est-ce qui fait que vous êtes retrouvée au tribunal cet été pour la première fois de votre vie, Huguette ? Alors, je ne sais pas à quel moment est venue l'explication sur le tribunal dont je venais de passer. C'était tout récent, hein, quand on s'est rappelé. Alors, c'est simple, j'ai été victime d'un pickpocket, c'est-à-dire je me trouvais... Alors, peut-être que mon expérience va pouvoir réveiller, disons, des alertes qu'on ne fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de la facilité. Quand on utilise, disons, la carte bleue, normalement, il faut cacher avec l'autre main, il faut cacher de façon qu'il n'y ait pas un individu qui puisse regarder le code. Mais c'était où ? Dans un commerce ou devant un distributeur de billets ? Voilà, hein. Disons, l'origine, pourquoi j'ai été quelques jours après mon agression, j'ai eu la chance. Alors, je commence par le commencement, c'est le cas de le dire. Alors, je me trouvais dans un magasin, c'était 18h30, vendredi passé, pas ce vendredi-là, vendredi d'avant, ok. Sur cette entrefaite, j'achète une barquette de fruits qui n'était pas tellement encombrante, je passe à la caisse. Et au moment où j'étais devant la caissière, où j'allais utiliser, j'avais cet article, où j'allais utiliser ma carte bleue, il y a un individu qui s'approche avec un pack de 6 litres d'eau et qui le dépose au sol. Je lui dis, oh, je regrette, je ne vais pas vous payer votre eau. Hein. Donc, parce qu'il était vraiment au moment de concrétiser le paiement. Mais oui, mais je ne me suis pas méfiée que la mise en scène était parfaite puisqu'il se mettait derrière moi pour voir mon code. Et il s'en est servi après coup, c'est ça ? Voilà. À quel moment vous êtes rendu compte que cet homme avait, vous ne saviez pas forcément sur le moment que c'était lui, mais qu'on avait fait des achats avec votre numéro de carte bancaire ? Ah mais ça a été facile. La situation s'est bien passée, bien déroulée, parce que le commerce où j'étais, donc c'était un commerce de fruits à côté de Leclerc. Donc déjà, on ne va pas acheter un pack d'eau dans ce commerce parce que c'est plus cher qu'à 2 pas chez Leclerc. Bon, enfin, oui. Ça c'est un détail. Les faits, ensuite, Huguette. Comment vous êtes rendu compte combien de temps après cet incident ? J'ai eu la chance avec moi. Pourquoi ? Parce que nous sommes sortis du magasin. Il m'a porté la cagette de fruits dans ma voiture. C'est un Kangoo, donc on était à l'arrière du véhicule. Il m'a déposé donc les fruits. Et puis il a entamé la conversation en me passant la main dans le cou, en me disant « T'as pas mal aux vertèbres ?» Non, j'ai pas mal aux vertèbres. Donc, alors, son but, c'était, je vais écourter. Oui, je comprends pas bien. Comment, qu'est-ce qu'il a dérobé ? C'est votre code de carte bancaire ? Alors, on va y venir, puisque ça s'est pas passé en 30 secondes. Hein. Il y a eu quand même plusieurs accessibilités, disons.
à ma carte. Alors, donc j'en étais, je dépose mes fruits, il commence à me passer la main dans le cou. Pourquoi? Parce que j'avais une chaîne en or avec une médaille qui m'a enlevée sans que je m'en rende compte. Mais où je m'en suis rendu compte, c'est qu'il l'avait dans la main à un moment donné, pendant notre conversation, parce qu'il y a eu la carte bleue entre-temps, mais la carte bleue, ça a été après, puisque je m'en suis rendu compte C'était en un mettant... pickpocket, donc il était très agile de ses doigts, il est arrivé à dérober plusieurs Absolument. choses en quelques minutes seulement. Absolument, absolument. Donc, ça a été ma chaîne. Ma chaîne, ça a été la coïncidence. Je ne sais pas, il avait fait une mauvaise manipulation. Je le vois avec la chaîne dans la main. Donc, je lui prends sèchement, disons, ma chaîne et je lui dis, oh, ça, c'est des bijoux à ma mère, alors tu ne les touches pas. Sur cette entrefaite, donc l'incident était fini, je vais dans ma voiture, pour mettre la chaîne qui était donc défaite dans mon sac. Et à ce moment-là, je me rends compte que j'avais plus la carte bleue. Donc c'est là que j'ai découvert. Aussitôt, j'appelle mon fils et je lui dis fais-moi opposition. Il m'a fait opposition. Donc vous avez été très réactive. Oui, j'ai été, pour Et 80 ans, c'est très réactive. donc, Oui. cet homme a été appréhendé et c'est ce qui fait que Alors, vous êtes retrouvé. Alors, je passe peut-être quelques étapes, hein, mais pour arriver au fait, la vie parfois c'est des ellipses, Huguette, comme dans les romans. Vous êtes retrouvé dans ce tribunal, donc face à cet homme qui vous avait échapardé votre chaîne et votre carte bancaire. voilà, mais c'était intéressant quand même de préciser que l'avantage d'être dans ce magasin, c'est qu'il y avait une bonne surveillance, Eh oui. une bonne surveillance, disons, et ça a été facile de repasser donc la cassette où La ça avait caméra de été, surveillance, d'accord, pour savoir voilà, quelle était l'identité de enregistré. cet homme et le retrouver. Voilà. Vous lui en avez voulu, vous, à cet homme-là? Enfin, je veux dire, bon, parce que on Ah rentre... oui, quand je l'ai vu au tribunal, Ouais. je lui en ai voulu absolument. Qui plus est, il me regardait avec insistance quand il est rentré dans la partie qui est vitrée où on les amène donc parce Le qu'ils box avaient des fait quand accusés, même ouais. 48 heures de garde à vue. Ça faisait lundi et mardi et mercredi directement au tribunal. Donc c'est pour ça que je me En suis retrouvée au référé. tribunal. Ouais. Voilà. Mais Donc non, je vous pose la question parce que oui. vous m'avez dit hors antenne, bon, ça a été, je sais pas quelle était l'expression que vous avez utilisée, mais j'ai vécu ça comme un divertissement, vous m'avez dit, je crois, tout à l'heure, hier au téléphone, hors antenne. Presque, oui, Bon, presque, parce qu'on est resté 6 heures, on est resté, oui, 6 heures, je dis bien, ou 5 heures. On est resté dans le tribunal, puisque nous, on est passé vers la fin, disons, hein, puisqu'il y a eu des cas qui ont été, disons, défendus avant. Donc, alors, quelque part, j'avais passé une après-midi, disons, pas, pas agréable, mais pas désagréable, parce qu'il y a plusieurs cas qui fait que, ben, on se dit, ben, c'est pas bien grave ce que j'ai eu. C'est pas bien grave. Et puis, quand on connaît la conclusion, parce que j'ai pris un avocat, on connaît la conclusion, c'est qu'il va passer 10 mois en prison, qu'il va me donner 800 euros de dommages et intérêts, qu'il va me payer l'avocat que j'ai payé 850 euros, mais il va m'être remboursé 800 euros. Donc, quelque part. Et quand il me regardait donc avec insistance, quand je suis passée à la barre, parce qu'à un moment donné, on peut s'exprimer, on passe à la barre. J'ai dit heureusement que cet individu n'avait pas un pistolet parce que je ne serais pas en train de vous parler. Donc, elle l'a repris en lui disant, vous regardez devant et pas sur le côté. Vous voyez, donc ça a été un peu théâtral, disons, une scène qu'on pouvait... vous avez dû voilà, souvent, vous, dans votre vie, Huguette, avoir à vous battre. J'entends vous battre au sens figuré. Est-ce que la vie oui, vous oui, a... oui, absolument. Hmm. Oui, la vie m'a pas gâtée. C'est Ah, quoi je le plus voudrais grand pas. combat que vous avez dû livrer, vous, dans votre existence? Bon, déjà, le divorce de mon mari, mais le divorce de mon mari avec la personne qui avait 25 ans, c'était anticipé sur l'exemple qu'on a eu de Macron. Mais à cette époque-là, Macron n'était pas marié avec Brigitte. Donc, ben voilà, il a fallu que je me batte pour garder ma fille. Qu'est-ce qu'il a fallu que je me batte encore? Non, j'ai pas eu tellement d'occasion d'employer ce mot se battre. Non, ma vie a été assez. Bon, malheureusement, j'ai perdu un petit, donc d'un mois, mais ça, tout le monde a des problèmes, ce genre ou pas ce genre dans la vie. Ben,
On est, disons, on est fait pour se battre, bien sûr, au sens propre et au sens figuré, mais au sens propre, je me suis jamais battue. Et la Est-ce que santé? notre choix La santé? et la santé, ah ben alors, donc, ça peut être un exemple, disons, qui réconforte les personnes qui vont se trouver dans la situation où je me suis trouvée il y a 20 ans, une mammographie, cancer du sein gauche. Donc vous avez dû vous battre contre la maladie aussi. Voilà, avec la chimiothérapie, la radiothérapie, donc le total. J'avais peu d'espoir de m'en sortir. Je sais pas, je m'en suis sortie parce que à Marseille, on a la chance d'avoir de bons hôpitaux et de bons médecins qui a fait que, parce que mon cas était un petit peu spécifique, disons, et pas très facile à soigner. Et 2 ans après, oui, 2 ans après, le décès de mon mari d'une crise cardiaque dans la journée. Et 1 an après le décès de mon mari, deuxième cancer, mais à l'autre sein. Donc voilà, on a tous ces problèmes, on a ses joies et ses peines, c'est la vie en est ainsi. C'est quoi, vous, la grande passion de votre vie, vous, Huguette? Le truc qui vous a tenu éveillé, au sens figuré? Mais j'ai pas eu besoin d'une grande passion, disons. Je ne sais pas quelle a été ma grande passion. Ben, quand j'ai été dans le commerce, c'était parce que j'étais passionnée. Quand j'ai acheté un commerce, c'était parce que j'étais passionnée. J'ai fait pas mal de voyages à l'époque où j'avais encore mon mari. Ah, je vais pas refaire l'historique des croisières que nous avons fait. Donc, c'était quand même avec passion que je prenais la décision de faire une croisière. Vous avez Bon, il profité de fallait. la vie au plus que vous J'ai avez pu. profité. Ouais. Oui, Ça passe vite, là, absolument. vous me dites, le mois prochain, vous aurez 82. Elle est Ah vite oui, passée, la non, vie? non. Ah oui, c'est très vite passé. C'est surtout quand on regarde ce qu'on a fait derrière. On ne se rend pas compte le jour où on se dit, ben oui, la vie, elle a vite passé. Mais quand vous dites, ah ben ça fait 30 ans que je suis dans cet appartement, ou ça fait, ah les petits-enfants ont grandi, oui, ça passe très vite. Si je peux donner un conseil aux personnes qui m'écoutent et peut-être qui vivront aussi vieilles que moi, parce que 80 ans, tout le monde n'atteint pas 80 ans, C'est donc rien, je vous êtes une suis. gamine, Huguette, enfin voyons. Oui, mais je bois plus le biberon, alors donc je Dites-moi, suis bien justement, placée. tiens, imaginons, si Oui, la Huguette d'aujourd'hui rencontrait celle qui avait 20 ans, c'est quoi le conseil que vous lui oui. donneriez, si conseil il y a? Ah, bien. Alors, moi, j'étais donc dans la région lyonnaise et j'avais des possibilités, quand j'avais 20 ans, des possibilités d'aller danser. J'aimais aller danser, mais les danses de bal, c'était pas les danses classiques ou Mhm, sur les pointes, hein. je comprends. C'était les bons moments qu'on pouvait passer avec plusieurs amis. Ben, on allait danser, on faisait des rencontres. Il y en a qui continuaient la conversation, disons, après, et puis d'autres, c'était une soirée, on s'était bien régalé, puisque c'est un terme méridional, on Mais alors s'était bien pourquoi régalé. On avait au pas. sujet de la danse, pourquoi vous me parlez de ça? Vous n'avez pas assez dansé quand vous aviez 20 ans? Ben, non, vous m'avez demandé quels avaient été mes loisirs, ou vous Non, l'avez peut-être non, pas non, tourné c'était pareil. pas. Je me suis mal exprimé alors. Oui, Fort de je votre vous ai mal expérience compris. aujourd'hui, quel conseil, si vous aujourd'hui vous rencontriez celle que vous étiez il y a 20, quand vous aviez 20 ans, qu'est-ce que vous lui diriez à cette jeune fille? Eh ben, de faire comme j'ai fait, c'est des bons souvenirs, puisque la première fois, je me suis mariée à 25 ans. Donc, de 20 ans à 25 ans, j'ai eu les plaisirs de la danse, le plaisir des voyages. Bon, je voyageais en France. Vous n'avez aucun Euh, regret. ouais, aucun regret. Non, 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 je regrette rien. Comme dit la chanson, dans rien de rien, je ne regrette rien. Je ne sais pas quel est l'auteur, mais j'ai un souvenir cette chanson. Et effectivement, je ne regrette rien. Mais pourrais dire à la nouvelle génération, profitez bien de la vie parce que ça passe vite. Bon, il est où le perroquet à cette heure-ci, à 21h40? Eh bien, le perroquet, à cette heure-ci, elle Cocotte. voulait que je la sorte de sa cage parce qu'elle est sur une table. Est-ce bien raisonnable, Huguette? À la grande botte en De quoi? plus. Bah, de sortir son Oui. perroquet de la cage, enfin. Parce que c'est des choses Ben, qui se s'il font à est cette sur heure-là. la. Oui, Ah absolument. ouais. Je l'écoute, je l'écoute. Elle se Mais manifeste c'est en elle qui vous demande, elle dit gazouillant. Huguette, sors-moi de la cage?
Non, pas tout à fait sage. Mais Sinon, alors, je vous allez serais la sortir ou menteuse. vous n'allez pas la sortir, Huguette? Non, Ah, non, parce que ça a passé. C'était avant votre intervention. Et d'accord. maintenant, je suis concentrée sur notre conversation parce que la réalité, c'est que maintenant, il y a 3 mois, j'ai pris 2 perruches Ah, en plus. Donc, j'ai une cage avec 2 perruches qui sont sur une table à côté de Cocotte. Donc, si j'avais laissé la cage ouverte, Cocotte monte sur la cage des bon, perruches. donc pour Donc, ce je soir, elle n'aurais reste pas dans sa d'orgasme. cage. Bon, très bien. Elle reste pour que je sois à 80%, disons, à vous répondre des questions que vous me posez. Bah, c'était un plaisir, Huguette, d'échanger comme on l'a fait depuis le début de cette émission avec vous. Oui, je pense que ça a apporté, disons, un peu du plaisir ou tout au moins de la bienveillance aux personnes qui vont écouter, à savoir que quand vous utilisez la carte bleue Ah oui, d'une main, mais vous cachez absolument ce que je faisais au préalable et que cette fois, coïncidence, le phénomène est intervenu et disons, cette histoire de bouteille d'eau qui passait en vous même avez temps mis la que puce à moi, l'oreille. voilà. Bon. Les Ouais, choses finissent c'était bien une bonne finalement. mise. Oui, 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 je suis contente, j'ai 800 euros de bénéfices. Donc, Bon, c'est pas très il ne bien. faut pas Qu'est-ce que être vous allez en trop faire de ces triste. 800 euros, Huguette? Alors, il est prévu pour mon anniversaire un bon repas en famille. Bon, bah très bien. Donc le mois Ouais, prochain. c'est un bon placement. Voilà, le Effectivement, mois se faire prochain. plaisir toujours et encore, soyons hédonistes. Merci Huguette d'avoir partagé Oui, l'antenne comme on l'a fait oui, depuis le début de merci cette à vous. émission. Je vous Oui. embrasse et puis profitez de ces vacances à la grande mode pour vous retaper. À la grande motte, oui. Merci encore de votre amabilité, de votre gentillesse. Salut À Huguette. bientôt peut-être. Au revoir. Johan Rock vous écoute. Vous aussi, faites comme Huguette, 07 56 85 55 85. Vous pouvez laisser un message vocal, même pour nous dire salut. On est là, on écoute l'émission et puis on écoutera vos messages. Je vous entends pas assez sur le répondeur de l'émission. Alors puisque c'est le retour, puisque c'est la première émission de la nouvelle saison et de la rentrée de Juste avant la nuit, n'hésitez pas, laissez-moi juste un message pour me donner votre prénom, me dire tiens parce que vous avez fait cet été 07 56 85 55 85 et puis si vous souhaitez passer par l'écrit social@johanrock.fr ou alors un petit message, une petite bafouille sur Instagram, sur mon compte Instarock, ROQUS, tout attaché. Avant de prendre un nouvel appel, je vais vous lire quelques-uns des messages que j'ai reçus, qui m'ont été envoyés ces dernières semaines, et un que j'ai reçu le week-end dernier, tiens. Il m'a été envoyé par Jeanne. Salut Johan, je m'appelle Jeanne, et j'aimerais partager avec la communauté des auditeurs de Juste avant la nuit ce que j'ai fait de cet été. Une expérience qui m'a profondément marqué. Après 15 ans d'absence, j'ai décidé de retourner dans la maison de montagne où je passais mes vacances d'enfant. Cette petite maison en pierre, nichée dans un village du Jura, appartenait à ma grand-mère. Elle nous a quittés il y a 5 ans et depuis, personne de la famille n'y était retourné. En poussant la porte, en bois, j'ai eu l'impression, me dit Jeanne, de remonter le temps. L'odeur de lavande et de vieux bois m'a immédiatement replongé dans mes souvenirs d'enfance. La cuisine, avec sa grande table où nous déjeunions tous ensemble, ma petite chambre, sous les combles où j'admirais les sommets. Pendant ces 3 semaines, j'ai entrepris de remettre la maison en état, nettoyer, ranger, réparer les petits détails qui s'étaient abîmés avec le temps. Mais surtout, j'ai redécouvert les joies simples de la nature, les randonnées matinales dans la rosée, les soirées à observer les étoiles, les rencontres avec les habitants du village, dont un qui se souvenait encore de moi quand j'étais petite fille. J'ai aussi retrouvé dans le grenier, m'écrit Jeanne, un carnet de recettes, de tartes écrites de la main de ma grand-mère. Je vais essayer d'en faire une ce week-end, tiens. Enfant, ces moments passés dans la cuisine avec ma grand-mère, c'était sacré. Cette maison, c'est pas seulement un lieu, c'est un héritage familial, je le sais. Et voilà pourquoi j'ai décidé de le garder, ce lieu, et d'y revenir le plus souvent possible. Merci de m'avoir lu. Signé Jeanne. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Bonsoir Marie. Bonsoir Johan, et bonsoir à tous les auditeurs aussi. Marie, vous avez 42 ans, où est-ce que vous habitez ? Alors j'habite à côté de Bordeaux.
Quelle est votre situation de famille? Alors, je suis mariée, j'ai une grande fille de 19 ans. Quel est le métier que vous avez le plus exercé dans toute votre vie, Marie? Alors, j'ai d'abord été infirmière hospitalière et suite à une maladie, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis aujourd'hui enseignante animatrice en arts plastiques. Alors vous, Marie, vous êtes effectivement atteinte d'une maladie très rare qui, au fil des opérations chirurgicales que vous avez subies ces dernières années, vous a conduit à ne plus avoir d'appareil digestif, d'intestin. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il me reste l'œsophage, l'estomac, un tout petit morceau d'intestin grêle qui est relié en fait enfin, qui est cousu sur la peau de mon ventre. Et c'est pour ça que j'ai une stomie, donc une poche que je colle sur la peau du ventre au niveau de la stomie pour pouvoir recueillir en fait les effluents et c'est relié à un grand tuyau jusqu'au sol avec une autre poche. Alors vous allez m'expliquer un peu comment on vit avec cette maladie et puis ce que vous avez décidé d'entreprendre depuis quelques mois, l'objectif pour vous faire greffer aux États-Unis. On va commencer par le début. Vous, dans quel genre de famille vous avez grandi? Alors, j'ai grandi dans une famille très aimante en Normandie. Voilà, j'ai un petit frère. Voilà, j'ai grandi à la campagne, dans l'insouciance, vu que bah, la maladie, elle est arrivée quand j'avais 27 ans. Vous avez su très tôt ce Euh, que vous aviez envie de faire de votre vie, aider les autres, les soigner en étant infirmière. C'est une chose que vous aviez en tête depuis quel moment? ben, en fait, j'ai passé les concours infirmiers un petit peu par hasard l'année du bac. J'aurais aimé être aussi professeur des écoles. Le côté soins m'intéressait également et l'année du bac, en fait, j'ai tenté sans faire de préparation, en fait, le concours infirmier. J'ai été prise dans deux écoles, à Caen et à Saint-Lô. Mais donc un Donc peu par voilà, hasard. un peu par hasard. Et j'ai commencé mes études et j'ai tout de suite adoré, en fait, le soin, les stages, voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans, Voilà. dans, dans ce métier? Bah, aider les autres, être bah, dans le soin, être dans l'empathie. Euh, voilà, c'est un métier de cœur. C'est un des plus beaux métiers du monde, j'ai envie de dire, quoi. C'est un des plus beaux métiers du monde, celui d'infirmière, et pourtant beaucoup, passés 40, 45 ans, finissent par passer à autre chose parce qu'il manque les moyens, parce que finalement on a envie d'aider et puis les moyens ne sont pas forcément toujours réunis et puis on n'a plus forcément l'empathie qu'on avait au début. C'est quelque chose que vous avez ressenti, vous, dans votre carrière? Oui, tout à fait, parce que ben, en fait, c'est un métier qui est extrêmement difficile, physiquement, psychologiquement aussi, parce qu'on rencontre quand même des situations compliquées. Voilà, moi j'ai travaillé dans des services quand même techniques, réanimation, surveillance continue, urgence, même si j'ai fait que 11 ans en tant qu'infirmière hospitalière, bah, j'ai rencontré des situations bah, très compliquées. J'ai été confrontée à des décès très jeunes. Voilà, donc c'est vrai que Il y a c'est un beau travail mais difficile. Et puis le contexte au fur et à mesure des années, en fait, c'est dégradé avec des fermetures de lits et j'en passe. Voilà. Il y a, vous, des patients que vous avez rencontrés au cours de votre exercice professionnel qui vous ont marqué à vie, auxquels vous repensez des années après? Oui, 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 je Pour me quelles rappelle très raisons? bien. Pour quelles raisons vous pensez à ces personnes-là, à certains moments de votre vie? Parce que ça a été des moments émotionnellement très forts. C'est bah, des patients qu'on a réanimés, des patients qui ont fait des arrêts cardiaques. Et là, on donne tout ce qu'on a pour masser, ventiler avec nos collègues, faire tous les soins d'urgence. Voilà, c'est magnifique quand on peut bah, sauver des gens, sauver des vies. Voilà. Après, il y a d'autres patients qui nous marquent, c'est ceux qui nous perdent, enfin ceux que l'on perd. Des patients jeunes aussi, ça, c'est pas évident. Vous avez fait Mais un j'ai eu, lapsus assez singulier, ceux qui nous perdent. oui, oui, c'est ça.
C'est toujours un échec de voir partir un patient quand on est là pour le soigner, l'aider ou le maintenir en vie. On le prend pour soi parfois. Alors moi, j'ai pas ressenti ça. Après, j'ai accompagné aussi des patients pour lesquels on attendait le décès, hein. Je me rappelle d'un jeune où on avait mis des chaises, on avait appelé les parents, etc. C'est des moments très très difficiles, mais on essaye de les accompagner au plus près, au plus juste, avec les bons mots. C'est pas évident, pas évident. Voilà, mais on le fait avec cœur. Enfin, moi, en tout cas, je le faisais avec cœur. Quand on est confronté à la maladie, à la mort, au quotidien, est-ce qu'on en a moins peur, par exemple? Alors, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai moins peur de mourir, je pense, depuis que j'ai fait un choc septique et que je me suis retrouvée en réanimation. C'est quoi, J'ai en cru une qu'il y en phrase a. simple, un choc septique, dites-moi. Alors, un choc septique, en fait, c'est une septicémie, mais avec une défaillance multiviscérale. Bon, alors donc on En va gros, j'ai fait un. expliquer Ouais, encore plus simple. encore plus simple. En fait, aujourd'hui, je ne survis que grâce à des perfusions. Voilà, je suis perfusée entre 15 et 17 heures tous les jours, car sans intestin, en fait, on ne peut pas survivre. Donc, je suis vraiment dépendante de machines. Je suis dépendante de poches qui sont fabriquées spécifiquement pour moi. Et ce type de poche de nutrition, donc par les veines, qui s'appelle la nutrition parentérale, on est obligé d'avoir une voie veineuse centrale. Donc moi, personnellement, j'ai une chambre implantable, comme pour les patients qui ont une chimiothérapie, ça parle plus aux gens, je pense, donc qui est dans le thorax. Et tous les soins doivent se faire en stérile, car le cathéter, en fait, va au plus près du cœur. Donc chaque jour, potentiellement, si je fais une faute d'asepsie dans mes soins, donc une faute d'hygiène, je peux faire une erreur et avoir un petit microbe qui passe dans la circulation sanguine. Et là, ça peut être dramatique. Je peux faire une septicémie, donc une infection du sang, et ça peut être dramatique. Et en quoi votre expérience professionnelle vous aide à aller au-delà de la crainte que l'issue soit fatale? En quoi c'est moins angoissant? Bah, disons que j'ai les connaissances en fait au niveau matériel, au niveau technicité de soins, au niveau hygiène. Oui, Voilà, mais pour que je ça se pense passe que mieux, pour justement, oui, vous êtes pour que ça aguerri se passe bien. ouais, pour que ça se passe mieux. D'accord. Euh, Alors, oui, par rapport, vous voulez dire à la peur enfin, à la peur de mourir, vous oui, vouliez ce parler, à c'est quoi ça? on sera tous confrontés un jour, mais quand on est infirmier, médecin, on côtoie au quotidien cette issue fatale qu'est la mort. Alors, pendant longtemps, en fait, j'ai eu peur de mourir, mais en fait, à travers ma maladie, en fait, j'ai beaucoup de douleurs et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs et en fait, j'ai beaucoup plus peur de la souffrance que de la mort. Voilà. Ça peut paraître étrange, mais bah, le jour où justement j'ai fait ce choc septique, donc une septicémie en plus forte, où vraiment j'ai perdu connaissance, je suis montée à 40 de température, voilà, j'avais une tension qui était tombée très très basse. Ce jour-là, j'ai vu la pendule en face de moi, j'ai pensé à mon mari et ma fille et je me suis dit là c'est fini, je vais partir. Et après je me suis réveillée, enfin j'ai repris mes esprits, j'étais en réanimation, ils étaient en train de me poser une autre voie centrale dans le cou, donc en jugulaire. Et puis ils m'ont mis des traitements pour soutenir le cœur, des antibiotiques très très forts. Voilà, là on a très peur. On sait que ça peut être létal, quoi. Donc, À quel moment de votre vie, vous aviez quel âge quand les premiers signes de la maladie sont apparus? alors j'avais 27 ans. De quelle manière ils sont arrivés, ces premiers signes? Alors en fait mes intestins se sont mis à saigner. Donc j'ai consulté, j'ai été aux urgences. Mon mari m'a amenée aux urgences. Et bon, ils m'ont fait tout le check habituel, hein, les bilans sanguins, différentes choses. Et ils m'ont dit de revenir quelques jours plus tard dans la semaine pour passer une coloscopie.
Et là, quand on m'a passé après la coloscopie, le médecin est venu me voir et il m'a dit en fait que j'avais des ulcérations sur tout le côlon. Et c'était ces ulcérations en fait qui saignaient. Et il m'a annoncé que j'avais une maladie de Crohn. Voilà, donc moi je suis restée sidérée parce qu'en tant qu'infirmière, je me suis dit, en fait, j'ai rien vu venir. Voilà, je savais que j'avais des troubles digestifs depuis plusieurs mois. Voilà, je pensais C'est pas la que ça première, pourrait être grave. la première pensée que vous avez eue, c'est finalement, je me suis pas auto-diagnostiqué. C'est presque un réflexe professionnel que vous avez eu, la première réflexion. Alors la première réflexion, c'était vraiment que enfin la réflexion non, la première réaction, c'est que j'étais un petit peu sidérée. Et après, oui, effectivement, je me suis dit, mais je suis bête, quoi, je m'en suis pas rendu compte, quoi. Je travaille en réanimation, et je m'en suis pas rendu compte, quoi. Voilà, comme quoi voilà, on peut passer à côté de choses. Voilà, et même le médecin que je connaissais, en fait, qui m'a passé la coloscopie, quelques minutes avant l'examen, il était venu me voir et puis il se voulait rassurant, quoi. Donc, c'est-à-dire que le voilà, c'est médecin comme qui ça. vous a annoncé le diagnostic, vous le connaissiez? Oui, j'avais travaillé avec lui auparavant. Est-ce que c'est différent quand justement on connaît quelqu'un? Est-ce que cette personne, et qu'en plus on fait partie du corps médical, se doit de vous dire les choses peut-être encore un peu plus précisément que si vous étiez une patiente lambda? Je sais pas, je pense que c'est un très bon praticien et après c'est peut-être plus rassurant de connaître la personne que de tomber sur un inconnu. Après c'était un collègue de travail, hein, je le connaissais pas en dehors du travail et puis j'avais changé de service entre-temps donc Quand on s'est voilà, mais parlé... je sais que Ouais. Oui, Non, non, pardon? non, je vous en prie, finissez. Non, mais c'est bon. Quand on s'est parlé hors antenne hier, vous m'avez dit, on m'a proposé des traitements et j'ai négocié. Oui, mais ça c'était beaucoup plus tard. Ouais. Ça veut dire quoi, C'était beaucoup négocier plus avec tard. les médecins, justement, pour... c'est pas à la carte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Généralement, en fait, il y a des protocoles de soins. Voilà, la maladie que j'ai aujourd'hui, en fait, finalement, ce n'est pas la maladie de Crohn, en fait, c'est une maladie rare digestive hein, qui s'appelle la pseudo-occlusion intestinale chronique, qui est une maladie du muscle lisse intestinal, qui a été diagnostiquée plus tard. En fait, c'est une maladie qui est incurable et les médecins en fait ils proposent différents types de médicaments, ils proposent aussi différents types on va dire c'est pas vraiment des solutions mais une sorte de protocole et moi en fait j'ai toujours essayé de chercher le meilleur, enfin en tout cas ce qui me semblait le plus juste pour moi. Mais Voilà. le sens de ma question, Donc, c'est que l'objectif du médecin, c'est a priori aussi de trouver la meilleure solution pour le patient, une solution adaptée. C'est pas forcément toujours le cas avec votre œil de professionnel. Parce que un patient lambda ne peut pas négocier dans la mesure où il ne sait pas, en fait. Il ne sait rien, il n'est pas aguerri. Vous, il y a des choses, des directions dans lesquelles vous auriez pu aller, invité par les médecins, si vous n'aviez pas su tout ce que vous saviez? Peut-être. Après, enfin moi je n'ai pas imposé de choix propre à moi. En fait, c'était des discussions en fait avec les médecins, etc. C'était voilà, moi je voulais le meilleur pour moi, donc Vous dites j'ai c'est une été maladie, obligée. vous dites c'est une maladie incurable. Aujourd'hui et depuis toutes ces années, qu'est-ce qui vous est proposé? C'est-à-dire que c'est quoi? On retarde l'évolution de la maladie plutôt Oui, que c'est ça, on retarde. c'est ça, c'est ça. Depuis Donc en 15... fait il y a Ouais. oui, en fait il y a quelques traitements qui aident en fait à passer des caps, en fait, des caps moi j'appelle ça des poussées de poids, qu'il y a des moments qui sont très très difficiles. Voilà, après, au fur et à mesure du temps, mon intestin, en fait, s'est tellement dégradé que les médecins ont été obligés de sectionner des morceaux petit à petit.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 19 opérations derrière moi, 19 opérations digestives, donc c'est quand même énorme. Voilà, après, les médecins n'ont pas eu le choix, hein, Mais 19 opérations, ça veut dire que à chaque fois, vous vous êtes dit c'est la dernière, vous saviez quoi qu'il arrive, c'était une opération après l'autre et c'était une longue série que vous entamiez il y a 15 ans. Ah non, il y a 15 ans, en fait, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Je savais pas du tout. J'avais aucune idée. Franchement, le parcours, il est tellement, tellement difficile que, enfin voilà, j'aurais jamais pu m'imaginer que j'allais vivre des mois et des mois d'hospitalisation, des mois sans manger, des Noëls à l'hôpital, des jours de l'an, euh, des anniversaires. Voilà, vivre des douleurs aussi intenses pendant si longtemps. Je pensais pas ça possible. Je pensais pas ça possible. Et je pensais pas aussi avoir la force de traverser en fait toutes ces épreuves, Qu'est-ce qui vous l'a les unes après les autres. Qu'est-ce qui vous l'a donné, cette force, justement, rétrospectivement? Je pense que déjà c'est dans mon caractère d'être une battante. Enfin, j'espère en tout cas. Et après, sinon, c'est ma fille, mon mari, mes proches qui ont été extrêmement présents, qui le sont toujours d'ailleurs. Voilà. Euh, Voilà, mais j'ai toujours eu cette idée, je me battrai jusqu'au bout. Et là, je me battrai encore plus jusqu'au bout avec cet objectif On va y de venir greffe. dans un Ouais. instant à cette grève. Vous parliez de votre mari. Euh, Oui. Hier, vous célébriez vos 18 ans de mariage, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, C'est euh, ça. Votre vie de couple, elle a forcément dû s'adapter à la maladie. Bien sûr. Toute notre vie, en fait. Il n'y a pas que la vie de couple, la vie familiale et tout le reste, en fait. La vie professionnelle. On a reçu un ami il n'y a pas longtemps à la maison qui m'a dit, mais Marie, en fait, tu vis dans un autre monde. J'ai ma salle de bain qui était transformée en salle de stockage de soins. J'ai 2 frigos avec des sondes de température à l'intérieur car mes poches d'une nutrition parentérale doivent rester entre 2 et 8 degrés. Si un frigo me lâche, c'est la catastrophe car j'ai besoin de mes perfusions absolument toutes les nuits, sinon c'est gravissime. Donc voilà, j'ai un matériel de pharmacie, de perfusion à la maison, c'est des volumes hallucinants et j'invite les gens, s'ils sont intéressés, à aller regarder les petites vidéos un peu pédagogiques que j'ai essayé de faire sur mon Instagram, @lavie sans intestin, car c'est vraiment hyper atypique en fait. Mais ça veut dire que votre journée, par exemple, celle de ce mardi, elle ressemblait à quoi? À partir du moment où vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Alors, je me suis réveillée, j'ai pris mon café et après je me suis débranchée. Donc, c'est-à-dire que je me suis mis en stérile et j'ai fait tous mes soins, j'ai préparé mes médicaments, parce que le matin, j'ai des médicaments que je passe en intraveineux. Car aujourd'hui, en fait, vu que je n'ai plus d'intestin, si je prends un cachet, il tombe directement dans ma poche de stomie, je n'ai pas le temps de l'assimiler. Donc, mes médicaments passent en intraveineux ou alors en neurodispersible, en fait, sous la langue. Sinon, je peux plus rien fixer. Ça veut dire que Donc, vous ne prenez pas de poids, tout ce que vous avalez, finalement, vous ne l'assimilez pas. non, quasiment rien. Quasiment rien. Je fixe aucune vitamine, aucun oligo-éléments, minéraux, etc. Les calories très très peu, 3 fois rien, je pense. Donc, Pour qu'on se rende compte, vous vivez quasiment H24 avec les machines. Vous dites, je me débranche. C'est-à-dire que vous êtes oui, pieds et poings liés oui, c'est ça. à elle. C'est ça. C'est ça. J'ai entre 6 et 7 heures de liberté par jour. C'est-à-dire 6 ou 7 heures où je suis débranchée. Donc ce matin, j'ai fait mes perfusions, j'ai enlevé mon aiguille, etc. Et après, bon, je me suis lavée, habillée et je suis partie travailler. Voilà. Il y a des jours, des heures, où vous arrivez à ne pas penser à cette maladie, où c'est impossible. Alors en fait, ma vie, c'est un tourbillon parce qu'en fait, c'est chronométré. Mon temps est chronométré. À partir du moment où je me débranche, je me dis j'ai tant d'heures de liberté, donc il faut que je fasse ça, 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 plus ça.
et qu'à telle heure, en fait, il faut que je sois à la maison pour être rebranchée, repréparer les perfusions. J'ai une infirmière libérale qui vient me mettre l'aiguille en stérile dans le thorax. Donc tous les soirs, on me plante une aiguille dans le thorax, donc en stérile. Donc ça prend quand même du temps. Les soins au total, je fais mes soins de jéjunostomie le soir aussi, donc ça prend du temps. Le matin, j'ai mes perfusions que je fais toute seule, mes dégrippages, etc. Au total, je suis à pas loin de 3 heures de soins par jour, en plus des perfusions et en plus du reste. Donc c'est vrai que c'est la course un petit peu tout le temps. Vous m'avez dit, je suis une battante. Ça veut dire qu'il n'est jamais arrivé ces 15 dernières années que vous disiez, cette vie à quoi bon? Non, non. Hors antenne, hier, quand on s'est... Même- Oui? Oui, pardon. Non, vous me dites non. Non, mais je vous laisse continuer. Hors Non, antenne, hier. Non, hors antenne, hier, vous me disiez, et ça m'a marqué, que forcément, il y a des moments où on est par terre, et vous me disiez que dans ces moments-là, c'était votre fille de 12-13 ans qui arrivait à trouver les mots, justement, quand vous n'aviez plus d'espoir, pour que vous en ayez à nouveau un peu. Ah oui, en fait, j'ai le souvenir en tête, en fait, d'une journée où, en fait, le professeur qui me suivait à l'hôpital est venu me voir avec mon mari en me disant que, bah, en fait, je resterai perfusée, je resterai perfusée tout le temps et voilà. Et pour moi, c'était catastrophique. C'était en 2015. Voilà. Et moi, la perfusion, j'en voulais pas du tout. Je voulais pas vivre sous perfusion parce que je savais que c'était perdre ma liberté. Donc, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de solution, donc je suis restée perfusée enfin, avec la nutrition à la maison. J'avais plus d'intestin. Et je me suis justement battue, et j'ai pu, enfin voilà, bon, grâce aux médecins aussi, différentes interventions, j'ai pu me sevrer de la perfusion, j'ai pu remanger, j'ai pu revoyager et profiter encore un peu de liberté jusqu'à ce que la maladie revienne bien forte, mais quelques années plus tard. C'est la maladie qui a fait que vous avez dû interrompre votre activité professionnelle d'infirmière? Oui, oui. En 2015, en fait, j'ai fait un épisode d'occlusion, j'ai été aux urgences et peu de temps après, en fait, je suis passée au bloc et je me suis réveillée avec l'intestin à boucher à la peau du ventre et puis la poche de stomie. Donc après, c'était plus question de travailler aux urgences, soulever les patients, brancarder, enfin, passer toute la journée debout, forcer. Voilà, c'était plus possible. Physiquement, c'était plus possible. Donc, suite à ça, j'ai fait une formation à l'EFS où j'ai géré la banque du sang. Enfin, je me suis occupée de la banque du sang de mon hôpital pendant un certain temps. Et puis, la maladie est encore revenue. Donc, en fait, ça a été encore une autre phase d'adaptation. Et c'est à partir de ce moment où je me suis dit, en fait, je vais professionnaliser ma passion pour le dessin, la peinture. Voilà, puis il y a eu une opportunité et j'ai pu intégrer, en fait, la structure où je suis actuellement. Ça veut dire que tous les jours, vous y allez. Est-ce que dans ces moments-là, où vous accompagnez ces personnes à qui vous donnez des cours de ça ou vous... Oui. Ouais. Oui. Oui. Des adultes, des enfants, des ados. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est une fenêtre sur autre chose? Est-ce que dans ces moments-là, justement, vous mettez derrière ce qui est votre quotidien, les machines, et ce que vous vivez chez vous pendant toutes ces heures? Ah oui, tout à fait, c'est un sas de respiration. Et puis après, j'ai à cœur, en fait, de transmettre. Voilà. Et puis notre atelier, c'est un lieu hyper bienveillant, voilà, avec des collègues extraordinaires. Voilà, je pense que ce soit les élèves, on est tous hyper contents de ce lieu. Et voilà, c'est aussi avoir encore un semblant de vie normale, même si c'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours facile, mais Une vie normale, c'est une chose à laquelle vous rêvez. Il y a, j'imagine, oui, il y a oui, tout oui, un oui. tas de trucs qui vous sont impossibles de faire aujourd'hui. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de deuil que j'ai dû faire petit à petit. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire. Quelle est comme ça, là, au débeauté, la première chose que vous aimeriez faire si vous n'étiez pas aliéné et tenu pieds et poings liés à ces machines? Les choses qui vous manquent le plus? Déjà, juste être libre et pouvoir rien que
avoir du temps, pouvoir sortir le soir, pouvoir revoyager, parce qu'avec mon mari, on aimait beaucoup voyager à l'étranger. Euh, voilà, Pouvoir juste improviser en avoir fait. Parce que, pouvoir improviser, ouais. pouvoir avoir du temps aussi, même pour moi, du temps pour peindre, du temps pour voir mes amis, du temps pour aller voir ma famille qui habite à 700 km de chez moi, du temps et la liberté en fait. C'est hyper dur en fait d'être dépendant d'une machine, enfin de différentes machines, parce qu'en fait j'ai ma pompe sur mon pied à perfusion, mais je suis dépendante aussi de l'électricité, je suis dépendante de mes frigos, je suis dépendante de mes livraisons, je suis dépendante du matériel, des livraisons, de, de plein de choses. Voilà, j'ai Il y a beaucoup de une vie personnes. bizarre. Il y a beaucoup de Oui, personnes dans pardon. ce pays. Il y a combien de personnes à peu près dans ce pays qui ont la même vie que vous à cause de cette maladie rare? Alors la même vie que moi, je ne sais pas parce que j'ai quand même une forme qui est très très avancée. Hmm. Je sais qu'il y a d'autres patients qui ont la même maladie que moi et qui ont encore au moins une bonne partie de leurs intestins. Euh, voilà, après, chaque personne est différente. Mais Chaque personne est différente. face à votre situation, les médecins, vous les sentez comment depuis toutes ces années? Ils tâtonnent, ils ne savent pas exactement vers où vous allez? Bah là, depuis 2023 que j'ai quasiment plus d'intestin, donc je n'ai plus que quelques centimètres. En fait, c'est plus maintenant du contrôle de prise de sang ou différents examens en fait pour s'assurer que tout est OK, que les poches à la carte qui passent dans mes veines en ce moment soient encore adaptées, s'il faut faire des réadaptations. Voilà, en fait, il n'y a pas de, il y a pas Donc, vraiment, il y a plus de projet de futur pour moi aujourd'hui, donc en hein. fait, vous êtes pour la médecine française, européenne, en bout de course, si je puis dire. On maintient votre quotidien avec ces machines, mais en l'état des lieux, la médecine ne peut pas vous proposer autre chose. C'est ça? Non, 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 non. Aujourd'hui, en France, en tout cas, non. Il n'y a pas d'autre solution que ça. On en vient au projet qui est le vôtre depuis quelques mois, depuis le début de l'année, si j'ai bien compris, Mhm. celui de partir aux États-Unis, recevoir une greffe. Euh, Oui. une greffe intestinale. Qu'est-ce qui fait que ça c'est possible aux États-Unis et que visiblement ça ne l'est pas en France? Alors en fait, l'année dernière, j'ai été dans un hôpital spécialisé, enfin où il existe un service spécialisé euh, pour ma maladie, où ils ont fait par le passé et où ils font quelques greffes intestinales adultes. Voilà, donc j'ai passé tout un bilan pré-greffe et les médecins m'ont vraiment tout bien expliqué. Ils m'ont surtout expliqué que en fait, il y avait un taux de mortalité qui était énorme en France. Voilà, il y a 95% de mortalité en France à la greffe. Et que les rares cas où il greffait, c'est quand, en gros, le pronostic vital immédiat est engagé. C'est-à-dire qu'il n'est plus d'abord veineux, donc plus de possibilité de perfuser et de passer en fait les poches de nutrition, ou alors de très grosses atteintes au niveau des autres organes. Voilà, sachant que bon, Donc vous n'en greffer êtes pas un là, organe, donc vous n'êtes non, moi pas en situation d'urgence pour la médecine française, c'est ça? voilà. Mais bon, même en situation d'urgence, moi, 95% de mortalité, c'est pas non plus très engageant, quoi. Aujourd'hui, quand bien même ce serait possible, vous ne le prendriez pas ce risque-là. Non, 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 je le prendrai pas. Aux Je le États-Unis, prendrai pas, et les ouais. médecins le prendraient pas non plus. Aux Les médecins États-Unis, en ne le prendront revanche, pas. donc la probabilité de recourir à cette greffe et de s'en sortir, si je puis dire, est beaucoup plus importante. Alors, en fait, les chiffres qui m'ont été donnés, parce que là, en fait, pour moi, mon estomac, en fait, ne va pas très bien. Il est atteint par la maladie, hein. C'est quasiment le seul organe digestif qu'il me reste, hein. Enfin, il me reste aussi l'œsophage et un tout petit bout d'intestin grêle, mais mon estomac, en fait, il risque de me lâcher, si on peut dire. Donc, si je pars sur la greffe, ce sera double greffe, estomac, intestin. Et les États-Unis
pour eux, au niveau de la double greffe estomac-intestin, les retours que j'ai eus, c'est 72,4% de réussite sur cette double greffe. Qu'est-ce qu'ils en disent, vos Rien à médecins voir. en France, quand vous leur donnez ces statistiques-là? Quel est leur son de cloche à eux? Bah, la première réaction, c'est que ce sont des statistiques. Voilà. Après, ben, évidemment, ils m'ont bien mis en garde sur le taux de rejet, enfin sur le risque de rejet, sur les médicaments anti-rejet qui sont très très lourds, enfin les traitements hein, qui sont très très lourds. Voilà, qui a quand même énormément de risques, hein, même si les médecins français, en tout cas spécialisés dans ma maladie et dans les greffes intestinales, connaissent, les praticiens qui sont aux États-Unis. Hein. Voilà. Donc évidemment, ça peut. Enfin voilà, ils m'ont fait réfléchir pendant longtemps. Hein. C'est pas une. Vous avez parlé avec votre époux, par exemple, avant de vous lancer dans cette aventure-là? Bien sûr, après cette aventure, en fait, elle est arrivée en fait un peu par miracle dans ma vie. Moi, je j'ai jamais envoyé mon dossier a atterri de façon un petit peu atypique là-bas, vu que j'ai une élève en fait dans mon cours aquarelle adulte dont la fille travaille dans un hôpital aux États-Unis où ils font de la transplantation, et ça, je le savais pas du tout. Et en fait, elle a parlé de moi à sa fille en a parlé là-bas, et en fait, après, ils m'ont demandé mon dossier, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec un rendez-vous le 17 décembre prochain avec l'équipe américaine. D'ailleurs, c'est un rendez-vous qui va se faire via les ordinateurs, via les visios, c'est ça, visioconférence. Oui, Vous allez... j'ai demandé la téléconsultation. Pour des questions de praticité, pour des questions de coût aussi. Et puis moi, en fait, c'est très très compliqué de voyager. De voyager. Alors, De voyager avec mes perfusions, mes glacières, etc. Et là, les médecins qui me suivent dans l'hôpital de proximité où je suis suivie sur Bordeaux, en fait, lors de la dernière consultation, m'ont dit qu'ils allaient réfléchir en fait à une solution pour justement que j'ai des traitements pour pouvoir aller là-bas en perfusion. Cette opération, elle a un coût, vous me disiez, Oui. elle coûte aux États-Unis $1 million. Ça peut paraître... Entre 700 000 et $1 million. Ça peut paraître comme ça un coût exorbitant, et hors antenne, toujours, vous me disiez, mais finalement, les plus jeunes, les enfants, lorsqu'ils sont opérés en France, puisque ça se produit, si j'ai bien compris, c'est à peu près ce coût-là. Oui. C'est pourquoi vous avez lancé une cagnotte, vous avez ouvert une cagnotte, on va donner les références sur le chat, notamment, qui tente de réunir les fonds. Et une fois encore, en antenne, vous me disiez, mais si c'est pas pour moi, ça sera pour les autres. Entre guillemets, je veux être une pionnière. C'est ce que vous m'avez dit hier en antenne. C'est ça, parce qu'en fait, je me dis, de toute façon, en fait, condamner pour condamner, enfin voilà, je me dis, il faut que j'y aille. De toute façon, la cagnotte, même si j'arrive pas au bout, je sais qu'on la reversera en fait à la recherche et aux autres patients, parce qu'il y a des patients qui ont encore des intestins, il y a encore des patients qui ont de l'espoir. Voilà, on peut peut-être trouver un traitement pour eux et que leur intestin refonctionne, trouver des solutions pour qu'ils souffrent moins aussi. Enfin voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. Je ne souhaite à personne en fait de vivre en fait le calvaire que j'ai vécu pendant 15 ans. Voilà. Donc voilà, ce sera pas un échec en fait de toute façon, même si pour moi, enfin voilà. Mais vous m'avez dit que vous étiez une combattante, donc vous êtes. Ah oui, mais vous regardez devant. Jusqu'au bout. Hein. Ouais. Ah mais bien sûr, je vais aller on va jusqu'au bout, et puis voilà, aussi il y a mes proches qui ont créé une association qui s'appelle Ensemble contre la poique, qui est à la Brède, et ils font un travail vraiment extraordinaire avec un programme événementiel énorme sur le trimestre. Est-ce que cette perspective d'une greffe un jour aux États-Unis, ça vous a regonflé depuis ces derniers mois? Oui.
Oui, parce que ça me donne, je me dis peut-être qu'un jour, en fait, je vais retrouver en fait la liberté. C'est le manque de Même si je sais liberté, que ce ne hein. sera pas parfait. Ah oui, c'est terrible. Terrible. Plus C'est que la terrible. souffrance encore. Bah aujourd'hui, étant donné que j'ai plus d'intestin, en fait, je souffre moins qu'à une période, beaucoup moins quand même, hein. Sinon, je pourrais pas aller travailler, je pourrais pas faire encore ce que je fais. Mais le manque de liberté, d'avoir que quelques heures de liberté par jour, je suis en conditionnel tout le temps en fait. C'est terrible. C'est terrible alors que j'ai pas, j'ai pas fait d'infraction majeure. Euh, voilà, c'est la maladie, on la choisit pas, hein. Mais c'est vraiment difficile. Même si je suis pleine de gratitude, qu'on ait une sécurité sociale, que je gagne des années de vie grâce à des machines, grâce à des perfusions. Ça, c'est extraordinaire. Je sais que si j'étais née dans un autre pays, ça aurait peut-être pas été possible, mais rien que pour ça, c'est une gratitude immense, quoi. Voilà, mais je me dis, je vais aller encore plus loin. Voilà. Et puis après, bah, on verra bien ce qui se passe. Et, si par miracle, en fait, ça peut marcher pour moi, est-ce que ce serait pas une porte d'entrée aussi pour que ça marche pour d'autres? Je sais pas. On ne sait pas, en fait. C'est pour ça que il faut y aller. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Il faut y aller. Et le lien vers la cagnotte, on va le remettre sur le chat et on le mettra sous la vidéo YouTube du replay à partir de demain. Je remercie Marie d'être venue nous raconter Merci beaucoup. une maladie complexe, Beaucoup mais vous l'avez raconté, vous l'avez dit avec des mots extrêmement compréhensibles. Bon courage à vous et bonne route. Merci. Bonne soirée. Au revoir Marie. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. www.johanrock.fr, cette émission, on l'a fait ensemble, on se parle au téléphone, et puis également, vous m'envoyez des messages, et j'en lis certains, comme celui qui m'a été envoyé par Stéphane. Il commence ainsi. Bonsoir Johan, je vous écris parce que j'ai besoin de partager quelque chose qui me pèse depuis des années. Votre émission m'accompagne souvent dans les moments difficiles depuis l'époque où elle passait à la radio. Alors voilà. Ça, c'est mon histoire. Il y a 5 ans, j'ai été amputé de la main droite suite à un accident de travail. Ma main a été broyée par une machine agricole que j'utilisais pourtant depuis des années. Une fraction d'inattention et mon bras est parti dans la machine. Au-delà de la douleur physique, c'est le regard des autres qui a été le plus dur à encaisser, m'écrit Stéphane. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que les gens ne voyaient que ça chez moi, cette main qui n'était plus là. Dans la rue, en soirée, avec mes proches, je sentais leurs yeux qui se posaient d'abord sur mon bras, puis qui remontaient vers mon visage avec cette expression de gêne et de pitié. J'avais l'impression d'être réduit à ma main disparue. J'ai développé dans ce sens toutes sortes de stratagèmes pour détourner l'attention. Porter des vêtements colorés, glisser ma main valide dans ma poche, porter un sac en bandoulière du côté amputé. J'avais même cette technique de lancer immédiatement une conversation marquante pour que les gens se concentrent sur mes paroles plutôt que leur et mon apparence. Professionnellement aussi, ça a été compliqué. J'ai dû tout reprendre à zéro pour retrouver un boulot. Fini le monde agricole. Ça a été un second deuil pour moi. Et puis, les choses ont commencé à changer. Il y a 2 ans et demi, j'ai rencontré Marie. On s'est rencontrés à une soirée chez mon ancien patron. Je ne sais pas pourquoi, avec elle, je n'ai plus éprouvé le besoin de faire diversion. Un soir, alors qu'on regardait un film chez elle, elle a posé sa main sur mon avant-bras amputé spontanément. Quand j'ai sursauté par réflexe, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a juste dit que je n'avais rien en moi. Moi, je ne vois qu'une main qui manque. Moi, pardon, je ne vois pas une main qui manque, m'a-t-elle dit. Je vois juste toi, Stéphane. Puis elle m'a embrassé délicatement, à l'endroit de l'amputation. Ce geste, si cru, si simple, a fait voler en éclats mes années de honte. Aujourd'hui, je commence à faire la paix avec mon handicap. Voilà, je voulais témoigner pour ceux qui vivent cette même souffrance du regard. On peut s'en sortir, retrouver confiance en soi. Salut et merci Johan pour cet espace de parole sur Internet, signé
Stéphane. Merci à vous, Stéphane, pour ces quelques lignes sur ce long combat pour retrouver la force et la confiance en soi. www.johanrock.fr, vous pouvez m'envoyer tous vos messages, vos écrits sur social@johanrock.fr ou alors me laisser un message vocal sur le numéro du répondeur, numéro gratuit 07 56 85 55 85. Je remercie Philippe et Marie qui ce soir étaient de leur côté, du côté et de leur côté de la machine pour faire que cette émission a pu exister. Je remercie à vous surtout, nombreux qui étaient présents pour la première de cette nouvelle saison. J'ai annoncé des nouveautés, des surprises. Bon, elle n'est pas au rendez-vous ce soir, mais d'ici quelques temps, la semaine prochaine, j'espère, on prend son élan côté technique. Les choses devraient un petit peu évoluer. Puisque c'est une surprise, je ne vais pas vous dire pourquoi et quelle sera la surprise, mais je croise les doigts. Et j'espère bien que mardi prochain, on sera rendu. En attendant, l'émission en replay sera disponible dès demain à partir de 18h. On ne change pas les bonnes habitudes. Et puis, si le cœur vous en dit, si vous voulez soutenir l'émission, et pas que par la pensée, www.johanrock.fr, en page d'accueil, vous pouvez donner pour la cognotte et vous abonner si vous le souhaitez. Ainsi s'achève juste avant la nuit. Passez une belle semaine et à mardi prochain.